Bienvenue dans Sport Sud, 1 heure d'émission environ. Aujourd'hui, une grande page consacrée au water-polo et à la prestigieuse victoire de Montpellier face au Cercle des Nageurs de Marseille. Nous reviendrons aussi en fin d'émission sur le nul concédé par le MHSC à domicile face à Nice. Enfin, on fera un point sur les résultats du volley, du hockey, du foot américain, entre autres. Et puis le côté de vestiaire de la semaine, ce sera celui de Gary Boccali, le défenseur du MHSC. On verra enfin un portrait de l'intendant du MHR depuis près de 30 ans, un homme de l'ombre, comme on dit, de l'équipe première, Jean-Louis Hesch. Et on commence tout de suite par le water-polo. Avec nos invités, Fabien Vasseur, l'entraîneur du Montpellier Water-Polo. Comment ça va, Fabien? Ça va bien, bonsoir. Ça va super bien aujourd'hui. Et puis Mathieu Pesson, le buteur, entre autres, de ce match. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, ça va beaucoup mieux quand on gagne. Alors, enfin, une victoire face à Marseille. Vous en parliez avec Pierre-Paul. C'est vrai que vous jouiez à 7 à l'époque, donc vous n'avez pas eu la chance de gagner contre Marseille. Par contre, vous aviez gagné il y a 2 ans, 2 fois en Coupe de France, Fabien Vasseur. J'ai envie de dire, enfin une victoire face à Marseille, 10-9. Oui, c'est hyper important parce que ça fait déjà, depuis la Coupe de France, où on les avait battus 2 fois, c'est vrai qu'en championnat, à chaque fois, on perd un but au dernier moment. Cette année, au début janvier, on fait match nul chez eux, donc à force, on commençait un peu à avoir un peu les nerfs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a battus ce week-end. C'est ça qui est bien. Alors, ça a été le match que vous attendiez le déroulement de ce match, est-ce que vous attendiez à ça? Je ne sais pas si... je pense que dans le sport, on ne peut jamais dire qu'on s'attend vraiment à quelque chose, parce que ce soit dans l'histoire du sport en général, tous les sports ont démontré que chaque fois qu'on s'attendait à quelque chose, il y avait un retournement de situation à n'importe quel moment. Au niveau de l'intensité, Mathieu. Oui, je me doutais qu'à domicile, on a toujours du mal à commencer les matchs, surtout contre Marseille et Nice, puisqu'on sait qu'on est à domicile, on sait qu'on est devant le public, on se met toujours une pression assez particulière. Donc je pense que cette pression nous paralyse un petit peu au début. Et après, c'est un peu dommage justement d'arriver jusqu'à 4-1 pour un moment arriver à se libérer, se dire qu'on n'a plus rien à perdre et qu'il faut aller à la guerre. Après, derrière, je trouve qu'on a une grosse force mentale et morale justement pour aller chercher cette victoire. Donc c'est ça qui est très satisfaisant. Et bien sans attendre, on va regarder le résumé de la rencontre parce qu'on va voir que ça n'a pas été facile au début et puis après avec un final et tout. On va suivre tout ça, on regarde le résumé. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Face à Marseille, Montpellier a appliqué cet adage à la perfection. Tendu par l'enjeu, victime d'un arbitrage hésitant face à la pression ambiante, les Montpelliérains touchent les poteaux ou loupent des pénaltys. Le Cercle des Nageurs marseillais prend le large et mène 5-1. On craint alors le pire, mais les locaux bloquent les contre-attaques adverses et trouvent enfin le chemin des filets. Aguilar se bat comme un diable et dans les 2 premières périodes, Mathieu Pesson est exceptionnel. Ses 4 buts maintiennent son équipe à flot. Avant la sirène, Montpellier égalise, 6 partout à la pause, les compteurs sont remis à 0. C'est pas à nous d'emballer le jeu, on est calme, on est serein, on est tranquille, on est chez nous les gars, jusqu'au bout comme des guerriers. Et c'est une 3e période de guerrier à laquelle assiste le public venu nombreux à Antigone, avec dans ses rangs quelques champions du monde de hand. Les 2 équipes se neutralisent. L'intensité est si forte que Fabien Vasseur fait souffler ses joueurs toutes les 5 minutes. Montpellier a un coup de moins bien et le but de loin de Hansen va être déterminant. 8 partout avant la dernière période. L'ambiance est électrique, la défense locale fait bloc devant son gardien hongrois Jasberini, bien décidé à fermer définitivement sa cage. Marseille marque, mais Aguilar égalise à 9 partout. Le coup de grâce, c'est Mathieu Pesson qui le donne. Plus que 15 secondes à tenir, Jasberini s'empare du ballon. C'est fait, victoire 10-9 dans une ambiance de folie, comme si Montpellier était devenu champion de France. Et oui, Fabien, on aurait dit que vous aviez gagné ce titre de champion de France à la fin du match. Non, mais c'est vrai qu'on était content parce que c'est vrai que la piscine était bondée, donc ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'est la première fois que le public se lève autant sur un match. Ouais. D'habitude, ils viennent, ils restent assis. C'est dû à quoi ça, à l'intense? C'est justement le suspense ouais, puis je pense qu'on commence à prendre ses marques. C'est vrai qu'on commence à avoir un public qui vient régulièrement. Bon, c'est vrai qu'au départ, on était bien lancé avec l'histoire de la grève, ça avait bloqué. Ouais.
Mais c'est vrai que là, maintenant, le public est bien lancé, donc c'est ce qui est important. Alors j'aimerais qu'on écoute, avant de donner la parole à Mathieu, qu'on écoute Quentin Chipotel et Andrés Aguilar. Réaction après la rencontre. On est mal rentré dans le match, moi le premier. Bon, notre force, c'est de s'être calmé, de ne pas avoir paniqué et de défendre jusqu'au bout. On savait que nous, on n'allait pas lâcher, donc il fallait mettre la pression absolument sur eux, quoi. Le mental qui nous a vachement aidé parce que c'est ce qui nous a aidé à gagner ce match. Parce que le physique, Marseille et nous, on l'a. La préparation, on l'a. La tactique, on l'a. Je parle des 12 équipes. Je pense que c'est la force mentale. Parce qu'on s'est bien préparé. Bon, on s'est dit, c'est pas possible, on a fait match nul là-bas. On savait très bien qu'au bout de la victoire, il y avait la première place. C'est quand même un enjeu important pour nous. Alors c'est ça, c'est le premier qui lâche, en général, dans ces duels entre deux équipes si proches. C'est le premier qui lâche, oui, parce que Marseille, je dirais, nous est peut-être un poil supérieur, peut-être à certains moments techniquement et tactiquement, mais on leur est bien supérieur physiquement. Et je pense que ça a été la clé de ce match, c'est qu'à un moment donné, Quentin et Andrés le disent, on n'a rien lâché. On s'est dit on va à la guerre, on les a bousculés, on leur a grimpé dessus sur toutes les fautes. On a appuyé encore plus la pression pour leur montrer que si ils voulaient marquer un but, il fallait vraiment venir le chercher. On est restés tous unis, on est restés solidaires. Et vraiment, je pense qu'ils ont craqué mentalement sous notre pression physique. Et mais sur la fin du match, ça se joue à pas grand-chose. Et voilà. Quand vous revenez à 6 partout à la pause, là, c'est un nouveau match qui commence, c'est vrai? C'est un nouveau match qui commence, oui, puisque en fait... Vous êtes jaugés, là, les deux formations, et puis maintenant, c'est bon, quoi. Allez, c'est bon. En fait, on se rend compte qu'on a démarré... Nous, on se rend compte qu'on a mal démarré le match. Ouais. Eux pensent peut-être qu'ils ont fait le plus dur en nous mettant derrière. Derrière, nous, on revient à 6-6. Je pense que dans la tête des deux équipes, il y a 0-0 et justement c'est là que commence le combat physique et mental et justement comme vous l'avez dit, c'était à celui qui lâcherait le premier. Je sais pas si Marseille a lâché, je pense que c'est plus nous qui sommes allés chercher cette victoire dans les dernières secondes plutôt que eux qui nous ont laissé revenir et marquer, puisque on se rend compte que les buts d'Andrés surtout sont vraiment des buts à la suite d'un combat physique incroyable. Ouais. Et donc Marseille a rien lâché, on n'a rien lâché et on est allé chercher cette victoire. Vous avez pris plus de risques que Marseille à un moment donné pour forcer la décision? Non. Parce que Marseille, ils prennent moins de risques que vous en général, c'est ça? Mais c'est-à-dire que Marseille, un jeu plus stéréotypé? Non, c'est-à-dire qu'ils jouent plus sur les erreurs que tu vas leur permettre, c'est-à-dire que tu vas leur donner. La grande force de Marseille, c'est leur contre-attaque. Si on arrive à casser leur contre-attaque, ça fait déjà 2 ans. Après, en attaque placée, on sait qu'on est plus physique qu'eux et qu'on tiendra. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous coûtait 2-3 contre-attaques début de match, comme il s'est encore passé. Et c'est vrai que là, on arrive à enrayer ça maintenant. C'est vrai qu'on se connaît. L'avantage qu'ils ont Marseille par rapport à nous, c'est que il y a quand même 7 ou 8 internationaux, plus leurs étrangers. Et c'est vrai que de jouer plus en Coupe d'Europe, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont été éliminés en demi, donc c'est quand même bien pour un club français. Et c'est vrai que ça leur permet de jouer un peu plus l'équipe nationale où ils ont joué eux la semaine dernière en Russie. Donc, ils ont fait match nul. Ouais. Ils ont fait match nul. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont mieux préparés tactiquement ou techniquement, pas techniquement, physiquement que nous. Parce que c'est vrai que là, ça faisait un moment où on avait joué des matchs plus ou moins faciles. Et pourtant, à la fin, physiquement, comme le dit Mathieu, vous êtes mieux. Oui, mais je pense que aussi, toute cette semaine, on a travaillé là-dessus. C'est surtout le mental qu'on a bien travaillé. De ne pas se laisser marcher dessus, de ne pas accepter. C'est vrai que Mathieu n'est pas en équipe nationale, il devrait y être. Chipo, il y est allé, ils ne l'ont pas mis sur la liste, il n'a pas joué. Oui, on sent qu'il y a quand même une rancœur un petit peu, parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est que l'équipe nationale, c'est un petit peu composé d'équipes de Marseille, quoi. Et Nice. Et Nice, voilà. Donc les Montpellier. C'est les deux. Il y a l'entraîneur principal Kovacevic et l'entraîneur adjoint qui est Sam Nardon. Donc,
automatiquement, c'est vrai qu'ils mettent plus leurs joueurs. Mais bon, c'est vrai que là, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde, justement, que nous, on gagne aussi. Alors, vous sentiez que vous montiez en pression là, cette semaine avant le match? Moi, il y a eu des entraînements assez c'est dur, même entre eux, ils se rentraient dedans, ce qui fait plaisir. Bon, il y a de temps en temps, c'est le rôle de l'entraîneur à stopper pour ne pas passer des limites. Mais c'est vrai que tout le monde avait tout le monde avait envie de bien travailler, même agressif entre eux. Donc c'est ce qui nous a permis de gagner, je pense, ce week-end. Alors, l'arbitrage, Fabien, comment il a été? L'arbitrage. On dit souvent que l'arbitrage ne vous est pas favorable face à Marseille, notamment. On l'a vu, les spectateurs l'ont vu, hein, quand il y a un moment, l'arbitre demande le ballon et après redonne le ballon en jeu et Mathieu va chercher son bonnet. Je veux dire, il y a des choses, même du joueur de Marseille, je ne comprends pas que le gars continue à attaquer. Au foot, quand ça se passe, le mec jette le ballon sous le côté et on revient. Mais bon, c'est là qu'on voit qu'on leur met la pression. Et je pense qu'eux, ils étaient quand même... moi, avant le match, d'habitude, Marseille, ils viennent te dire pas bonjour, mais bon, il y a des... Là, ils étaient vraiment blancs, tout le monde était dans son coin. Je pense que nous, on avait la pression parce que la piscine était pleine. Et je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à rentrer dans le match, début de période. Par contre, eux, ils avaient la pression. C'est pour ça que vous expliquez ce début un peu poussif, c'est le monde, la pression? C'est pas poussif, c'est que les ballons, ça tape sur les barres. Avec un gardien hongrois, votre gardien hongrois qui a été extraordinaire par la suite, dans les autres périodes, mais en première période, par exemple, période, il se cherchait un peu. Il se cherchait, ouais. Bon, c'est vrai qu'il revient de blessure aussi. Il revient de blessure, mais il ne s'est pas arrêté parce que c'est quand même le gardien titulaire. Et c'est vrai que là, je pense qu'on va monter en pression et ça, c'est pas mal. Alors, dans les tribunes et sur le bord du bassin, grosse ambiance avec notamment des champions du monde de handball. Et ils viennent vous voir jouer. Vous êtes super copains, en fait, avec l'équipe de hand, c'est ça, Mathieu? Oui, depuis 2 ans, depuis mon arrivée à Montpellier, j'ai eu la chance par un rapprochement de personnes qu'on a en commun, justement, de côtoyer ces joueurs et ces personnes extraordinaires qui sont les handballeurs de Montpellier. Au fur et à mesure des jours, des mois, je pense qu'on a un allié de solides liens. Aujourd'hui, on a une très grande amitié entre nous. Donc voilà, moi je manque pas une occasion d'aller les voir. Eux peuvent pas forcément toujours venir voir parce qu'ils ont un calendrier beaucoup plus chargé que le nôtre. Mais bon, on se voit en dehors des matchs, on passe les week-ends ensemble, on essaie de se voir dès qu'on peut. Donc là, c'est vrai que personnellement, moi, quand je vais les voir à l'Arena devant 9, 10, 11 000 personnes ou que je les regarde à la télé comme lors des championnats du monde, en tant que sportif, ça fait rêver de voir des joueurs qui glanent autant de titres, qui supportent une pression énorme, mais qui au final arrivent toujours à gagner. Donc ça fait super plaisir, c'est un soutien en plus justement de les sentir là derrière soi, présents avec tout ce qu'ils ont derrière eux, titre de champion du monde. Parce que vous m'aviez dit en off que quand vous avez mis le 10e but, là, vous retournez là, avec, comment on appelle ça quand vous mettez un revers. Voilà, et là vous tournez vers eux, vous les voyez, Guigou, Karabatic, les frères Karabatic à Cambrai, c'est ça? En fait, on s'est échangé des regards pendant pas tout le match, mais à certains moments où c'était difficile. Et c'est vrai qu'ils m'ont encouragé, me disant allez, lâche pas, continue, ça va aller, bats-toi. Et c'est vrai que personnellement, dans ce match, j'ai vraiment essayé de rester dans ma bulle. Fabien vous le dira, je suis quand même un joueur assez nerveux, assez caractériel, et c'est vrai que j'ai du mal à me contrôler à certains moments. De nombreux matchs contre Marseille, je les ai pas finis, justement par ce caractère trop notamment l'an dernier. Voilà, donc là j'ai essayé vraiment de me calmer, pas répondre à la provocation. J'étais vraiment dans ma bulle pendant tout le match. Et à la fin, je marque ce dernier but et là il y a tout qui sort, il y a tout cet énervement. Mais justement, je vous coupe Mathieu, mais justement pour vous montrer un petit peu cette ambiance qu'il y avait pendant le match, dans le match et en dehors du match, morceau choisi, on regarde.
Voilà, ça vous fait sourire, c'est normal. Hein. C'est sympa de revoir des moments comme ça, non? Parce qu'à la fin du match, on est dans sa bulle. C'est le truc, c'est que ces moments-là, on n'a pas le temps de les apprécier, pas le temps de les vivre pleinement et surtout de s'en rendre compte, puisque ça passe tellement vite. On lâche un cri, mais derrière, voilà, il y a autre chose qui se passe. Donc, ouais, c'est des moments uniques. C'est pour ça qu'on fait du sport, c'est pour vibrer, c'est pour vivre des moments comme ça. Et puis ça fait toujours plaisir quand ça sourit. Donc là, il y avait une grosse frustration du premier tournoi à Marseille où on perd au penalty après prolongation, de cette Coupe de France où j'étais suspendu, qu'on gagne 8-6 et qu'on perd finalement, de ce match nul où on est derrière, qu'on arrive à attraper le 10-10 à la fin mais qu'on rate la dernière attaque. Là, on avait vraiment un ras-le-bol collectif et je pense qu'il y a tout là... Peut-être c'est un peu trop, voilà, comme vous dites, c'est comme si on avait été champion de France, mais il y a tellement de frustration, de nerfs et tout, qu'il y a tout qui est parti en même temps. Et bon, voilà, ça a donné. Mais bon, ça fait du bien de se lâcher un peu de temps en temps. C'est bien, carrément. Écoutez, on fait une petite pause, une courte pause. Ne bougez pas. On se retrouve tout de suite après pour parler encore de water-polo, 2-3 minutes. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. Choisissez la qualité allemande pour son côté fun. Nouvelle Opel Corsa, la qualité allemande à partir de 8 990 €. Opel. Le bowling de Montpellier vous offre la possibilité de vous divertir entre amis et l'occasion de passer de bons moments de détente en famille. Pour cela, nous mettons à votre disposition un grand espace de jeu, un bar, ainsi que de nombreuses pistes homologuées. Et pour ceux qui aiment relever les défis, nous organisons pour vous plus de 10 tournois par an. Rejoignez-nous, avenue de la Pompignane. Alors, messieurs, pour conclure sur le water-polo, le titre de champion de France, peut-être, le 19 mai, non? C'est l'objectif, de toute façon, hein. On l'a dit. Bon, c'est vrai que de l'annoncer comme ça, au début de saison, c'est toujours pas évident pour un entraîneur. Mais bon, moi, je leur avais dit aux joueurs, on a un potentiel, il faut y aller. Et puis au moins, comme ça, on n'aura pas de regrets. Et puis, je pense qu'on a vraiment l'équipe. Et je pense que c'était surtout un état d'esprit qu'il faut avoir d'entrée de championnat, justement, pour gagner un titre. Surtout contre Marseille, où c'est toujours dur. Donc, Et là, vous avez marqué des points dans les têtes, hein, pour cette confrontation à venir, certainement, on vous le souhaite, face à Marseille, en finale des championnats de France. Mathieu, pour conclure rapidement. Je pense qu'on leur a on leur a fait grainer une petite germe dans la tête. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils se sont vraiment rendus compte qu'on est présent, qu'on est derrière eux, qu'on les lâchera pas, et qu'au moins de faux pas, on les aura au tournant. Avant, c'était toujours eux, c'était le scénario inverse. C'est-à-dire que nous, on faisait un faux pas, eux étaient là pour profiter de cette erreur. Là, je pense qu'au prochain match, ils auront une pression particulière de se dire qu'ils gagnaient 4-1, 5-2 et qu'à la fin, on gagne 19. Donc la pression est sur leurs épaules puisque c'est eux les champions en titre. Je veux dire, nous, même si l'objectif avoué est le titre, même si on le dit, on l'a pas encore.
Donc, mine de rien, nous, on y va sans rien perdre, sans rien à perdre. Eux, ils ont à perdre leur titre de champion, donc ce sera une pression encore. Et vous avez tout à gagner, peut-être, pour ce titre champion de France. Merci. On lâchera rien. Merci Mathieu, merci Fabien d'être venu. Et puis on vous souhaite bonne chance pour ce déplacement à Reims. Ça devrait passer normalement, Reims qui est dernier. Voilà, merci messieurs. On va parler de rugby maintenant. Enfin, on va faire le portrait de Jean-Louis Hesch. Cela ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pourtant il est le personnage incontournable du club du MHR depuis 28 ans. Il est notamment l'intendant de l'équipe première. Voici son portrait en images et en musique. C'est la caverne de Jean-Louis Hesch, l'intendant du MHR depuis presque 30 ans. Maillots, serviettes, chaussettes, bref, tout l'équipement des pros et des autres formations du club passe entre les mains de Jean-Louis. Cet homme est une vraie petite mère pour les joueurs et leur staff. Avec lui, il ne manquera jamais rien, à commencer par la trousse à pharmacie. Dans une pharmacie, il y a un peu de tout. Il y a du synthol, de l'huile, camphré, des bombes de froid, des pommades. De quoi désinfecter, de quoi faire des points rapides et du strap. Il avait essayé de sa voiture. Et sa voiture? Ouais. Ah, il a dû porter à gérer. Il a dû porter d'affaires à gérer. Au club, Jean-Louis a un surnom, tout le monde l'appelle Hep Hep Hep. Quand Jean-Louis était sur le terrain, quand il demandait les chasubles, il faisait Hep 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 chasuble. Donc on a toujours, tous les jours, on l'appelait Hep Hep Hep, quoi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien, quoi. Voilà. Et le jour où il va partir du club, eh bien, ça va faire vraiment un vide. Tous les jours, le même rituel, Jean-Louis arrive à 6h30, 1 heure avant les joueurs, prépare les tenues d'entraînement, puis fait des allers-retours entre son local et la zone vestiaire. Jour de match, c'est lui aussi qui prépare les tenues. Bénévole pendant de nombreuses années, il est aujourd'hui salarié. Le métier, c'est des vacances tous les jours. Hein. Je suis payé pour faire ce que j'aime faire. Alors moi, je suis en vacances depuis 10 ans. Ce qui reflète bien le personnage, c'est que quand on gagne un match, à la fin du match, bon, il est toujours au bord du terrain, et quand ça a été difficile, tout ça, quand il a les larmes aux yeux, quoi. Il vit, voilà, il le vit à fond, quoi. Il est à fond avec nous, voilà, quoi. Et ça, ouais, ça, je pense que ça reflète bien le personnage, quoi. Ça va, maître Yoda? T'es surveillé. On va voir les surveilles. Donc, toi, dans mon sac. Ouais. La saison prochaine, plus personne ne criera Hep 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 par-ci ou Hep 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 par-là. Jean-Louis Hesch veut arrêter. Il ne sera plus l'intendant des professionnels. Un peu par fatigue aussi pour finir sur une belle saison. Enfin, parce qu'il a du mal à se faire aux nouvelles règles du monde professionnel, en club et dans le rugby français en général. C'est une entreprise, les mecs ils sont payés pour travailler. Et celui qui ne fait pas son boulot, il est viré. Celui qui fait son boulot, il peut avoir des augmentations. Mais après... Ça, on verra dans 5 ou 6 ans comment ça marche. Mais pour l'instant, mais j'y crois pas de trop. Ça. Il y en a qui se prennent pour le bon Dieu, et ils sont rien. Mais ça, c'est comme ça, c'est le rugby moderne, il faut s'y faire. Il faut l'accepter ou pas l'accepter, c'est tout. J'ai du mal à l'accepter. N'oubliez pas, Ovalie Hebdo, c'est demain soir, mardi soir à 19h45. Le côté vestiaire de cette semaine s'intéresse à un joueur fort sympathique. Il est martiniquais, c'est le défenseur du MHSC, Gary Boccali. On regarde.
bienvenue dans le vestiaire de Montpellier Hérault, notre vestiaire d'entraînement. Je suis avec Gary Boccali, défenseur du MHSC. On est dans les vestiaires du MHSC. Ouais. Gary, alors ton coin de vestiaire, il est où? Il est vraiment dans le coin ici. Bon, il y a la photo, il y a mon nom et bon, dessus il y a mes chaussures. Donc c'est mon coin de vestiaire et centre d'entraînement. Alors tu as plusieurs crampons, tu as... Ouais, j'ai vissé, les moulés, les baskets quand il faut aller courir à la pinette là-bas. Alors, pourquoi avoir choisi ces coins de vestiaire, Gary? Non, parce qu'on est bien dans le coin, et puis après, il y a les amis, là, c'est plutôt le coin jeune, où, avec Fodé Poita qui fait beaucoup de cinéma derrière, et Abdié, tous les jeunes, quoi. Et là, je vois Jonas Martin à côté de toi? Ouais, Jonas, il est venu en commun avec Mapou, donc c'est bien. Avec Mapou, voilà, ouais. Donc, le coin des jeunes. Ouais. Alors, Gary, on va s'asseoir, si tu veux, si tu veux bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as des objets personnels dans ton vestiaire ou pas? Ouais, après j'ai ma trousse de toilette, j'ai mes vêtements quand je me suis changé, et puis voilà quoi. Alors, est-ce que tu es superstitieux, Gary? Est-ce que tu as une... Superstitieux, non, mais croyant, oui. Je crois beaucoup, je suis chrétien catholique, donc je suis croyant, je suis plus croyant que superstitieux. C'est-à-dire je fais beaucoup ma prière, par exemple avant les matchs, toujours une prière avant d'entrer sur le terrain. Tu portes une croix ou pas, une chaîne? J'ai un disonnier qui est à ma main qui me permet de prier, donc j'ai un petit disonnier. D'accord, et ça, tu peux le garder pendant le match? Non, bon, quand j'ai les gants, je profite pour mettre, mais vu que là la chaleur revient, donc je le retire avant le match. Alors, à part ça, pas de superstition, la chaussure gauche avant la chaussure droite? Non, pas de superstition. Après, tu commences à avoir un peu de superstition, après tu vas devenir parano au bout d'un moment. Donc ça, j'évite en tout cas d'en avoir. Mais tu as des habitudes quand même quand tu arrives à un match 2-3 heures avant, c'est quoi? Des habitudes, c'est surtout faire le strap aux chevilles. Bon là je fais un petit strap à l'épaule étant donné que j'ai eu une entorse et après ma prière avant les matchs, c'est vraiment tout ce que je fais avant un match. Le jour du match, tu rentres dans ton match dès le matin même? Peut-être pas encore, pas trop tôt, après ça fait trop tôt parce qu'après il faut quand même décompresser, c'est quand même long les journaux de match, puisqu'on est à l'hôtel, on a le petit déj, le déjeuner, ensuite la sieste. Donc je me mets vraiment plus après la sieste, où là on commence à rentrer mais petit à petit quoi. Et puis une fois qu'on a eu la causerie du match, là vraiment dans le match, puisqu'on sait ce qu'on a à faire et ce qu'il faudra faire sur le terrain. Alors justement la causerie d'avant-match, est-ce que toi tu parles beaucoup ou tu fais plutôt renfermé? Non, la causerie d'avant-match, il n'y a aucun joueur qui parle, en fait c'est plus le coach qui nous dit ce qu'on a à faire. Non mais après je veux dire dans les vestiaires. Dans les vestiaires après non, après il y a des anciens qui sont là avec leur expérience comme les Romain Pito, les mecs comme ça qui sont là pour nous aider, nous les jeunes, à pouvoir faire les matchs. Alors Gary, on dit souvent qu'on a des bons souvenirs et des mauvais souvenirs de vestiaire. Ton meilleur souvenir de vestiaire, c'est lequel? Mon meilleur souvenir de vestiaire, bon, j'en ai quelques-uns, j'en ai deux. C'est d'abord mon premier match en pro avec Marseille face à Paris, donc le match des Minots. Oui, ce fameux match des Minots, on parle des Princes. Forcément, après le match. Match nul, hein, ça veut dire. Match nul 0-0, donc il y a tout le monde qui saute, on est tous contents, mais moi je ne pouvais pas sauter parce que j'ai fini le match avec les crampes, donc à chaque fois que j'essayais de sauter, j'avais des crampes qui me prenaient, donc après c'est un bon petit souvenir. Et puis aussi la montée de Ligue 2 en Ligue 1 avec Montpellier, où ça c'est quand même un truc inoubliable, quoi. En plus c'était particulier parce que toi tu es arrivé en cours de saison. Ouais, non, je suis arrivé en début de saison. En début de saison, oui, mais c'était l'année d'avant que tu étais arrivé en cours de saison. Je suis arrivé l'année de la montée en Ligue 2, et après je suis reparti, je suis revenu, ouais. Mais ce jour-là c'était vraiment magnifique, quoi. Est-ce que tu t'es dit que si tu étais resté à Marseille, tu aurais pu vivre autre chose ou... Oui, ben forcément, parce qu'après Marseille, ils ont quand même gagné la Coupe de la Ligue quand je suis parti, le championnat de France. Donc forcément, ça aurait pu être de beaux souvenirs. Mais après, j'ai fait un choix de venir à Montpellier. Bon, après, j'aurais pas mon choix d'être venu ici, quoi. Alors tu as toujours joué défenseur, Gary, dans ta jeunesse, quand tu étais plus jeune ou pas? Non, tu as joué à d'autres postes? Parce que j'ai commencé, je suis de la Martinique, donc j'ai commencé à jouer attaquant là-bas, et après quand je suis venu ici, j'ai commencé à jouer défenseur central et en milieu défensif aussi. C'est pour ça que tu marques autant de buts? Oh non, après... Tu es un chasseur de buts, t'aimes bien ça, non?
Ouais, après c'est un plus pour moi, mais après faut pas oublier que je suis d'abord défenseur. On a parlé de ton meilleur souvenir, ton plus mauvais souvenir, Gary. Plus mauvais souvenir, c'est là on les oublie vite. Ouais, bon après ça a été le jour où, avec Libon, quand j'étais prêté à Libon Saint-Sernin, quand on a su qu'on descendait, en fait, qu'on pouvait plus rien faire pour pouvoir se maintenir. Bon, c'est quelque chose de pas évident à vivre, puisque une descente en nationale, moi j'avais la chance d'être prêté, donc j'ai eu la chance de retourner à Marseille. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de dur quand on connaît une descente. Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires après? Il n'y a pas un bruit où il y a tout le monde qui baisse la tête et après il y a quand même des larmes dans les yeux et c'est vrai que c'est un truc qu'un footballeur n'aime pas connaître dans sa carrière, quoi. Et c'est quelque chose, c'est football après, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont tristes et malheureusement ce soir-là c'était dur, quoi. On dit souvent qu'il y a des codes dans les vestiaires dans une équipe. Il y a des codes dans les vestiaires du MHSC, des codes à respecter entre vous? Oui, après il y a les retards, le respect, pas de téléphone à table par exemple quand on est ouvert, mais surtout il y a énormément de règles qu'on fixe entre nous, quoi. Alors, qui c'est le plus chambreur dans les vestiaires? Qui c'est qui délire le plus au MHSC? Oh, le plus chambreur, il y en a beaucoup, que ce soit au niveau des vieux avec Marco Estrada qui est quand même celui qui est le plus embêtant, parce que quand il part, on souffle un peu quand il part en sélection, parce que là il est revenu, on voit bien qu'il est de retour, quoi. Ouais, c'est un latin, quoi. Ouais, voilà. Et sinon, celui qui délire le plus Après, délire le plus, il y en a beaucoup entre les jeunes, mais il y a qu'à les voir, si tu pouvais les filmer derrière, ils sont là à faire les cotours, donc Alors, juste dernière question, Montpellier, tu te sens bien à Montpellier? C'est vraiment... Non, je suis bien à Montpellier, de toute façon j'ai fait un choix de venir ici pour avoir du temps de jeu. Aujourd'hui je joue, je suis content et il y a vraiment une bonne ambiance et je me régale ici. Et tes relations avec les dom-tom, avec la Martinique, tout ça, tu as gardé des liens Ah oui, quand tu retournes en Martinique, on te félicite, c'est... Ouais, après j'ai toute ma famille qui est là-bas, je suis parti à l'âge de 15 ans et j'ai toute ma famille là-bas et à chaque fois que je peux rentrer, à chaque fois que j'ai des vacances, je rentre là-bas pour pouvoir me ressourcer. Parce que c'est quand même ça qui me fait ma force, en tout cas, si le retour en Martinique pour ma famille. Ça a été dur de partir à 15 ans de la Martinique? Ah ouais, c'est vraiment Tu t'es retrouvé où en fait? Parce que je suis arrivé à Marseille à l'âge de 15 ans, donc après tu es dans un centre de formation où il y a des jeunes qui sont comme toi, qui quittent leur famille pour réaliser un objectif qui est de devenir pro. Donc forcément c'est pas évident, parce qu'eux ils avaient la chance de retourner le week-end chez eux, tandis que moi le week-end je restais au centre et parce que la famille est à 8 km. C'est quelque chose de pas facile, mais après quand tu as un objectif en tête, il faut savoir être fort mentalement. Est-ce que tu t'es fait une deuxième famille, on peut dire, quand tu es arrivé à 15 ans? Ma deuxième famille c'est vraiment avec les jeunes du centre où c'est vraiment un bon souvenir que je garde de Marseille, mes années au centre de formation, parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance et puis quand je vois un mec comme André Aliou avec qui j'ai été formé, voir ce qu'il réalise cette année à Marseille, c'est des bons souvenirs. Bon, écoute, merci Gary. Comme d'habitude, à la fin de chaque côté vestiaire, je te donne le maillot. Allez. Il va falloir que tu le signes. Je ne sais pas, je vais chercher. Ne bouge pas, je coupe la caméra juste pour prendre le marqueur. Ça y est, on a récupéré le marqueur, Gary. Tu as le marqueur dans les mains. Ouais. Alors vas-y, tu signes avec ton numéro s'il te plaît. Ok. Voilà. Merci Gary, est-ce que tu peux nous montrer le maillot s'il te plaît? Donc voilà, maillot dédié. Côté vestiaire. C'était un côté vestiaire avec Gary Boccali, défenseur des MHSC. Merci beaucoup Gary. Voilà, merci à vous en tout cas. Il commence à y avoir pas mal de signatures sur ce maillot côté vestiaire. Très sympa en tout cas, Gary Boccali. On fait une dernière pause et puis nous parlerons de foot américain, de hockey, du volley et du foot dans la troisième partie de Sport Sud, avec Dimitri Moulin d'RTL. A tout de suite.
Écoute alcool, 0811 91 30 30. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. Vivez le Morbihan, la Bretagne côté sud. Gagnez vos vacances sur destinationmorbihan.com. Hespéride, mobilier des jardins d'exception. Retrouvez-nous sur hespéride.net. Le bowling de Montpellier vous offre la possibilité de vous divertir entre amis et l'occasion de passer de bons moments de détente en famille. Pour cela, nous mettons à votre disposition un grand espace de jeu, un bar, ainsi que de nombreuses pistes homologuées. Et pour ceux qui aiment relever les défis, nous organisons pour vous plus de 10 tournois par an. Rejoignez-nous, avenue de la Pompignane. Sur le plateau de Sport Sud m'a rejoint Dimitri Moulin d'RTL. Salut Dimitri. Ça va ? Comment ça va ? Bah en forme. Hein. Alors avec toi, on va parler de ce match nul concédé par Montpellier à la Mosson. Juste une introduction. Bon, on aurait pu être, je pense, beaucoup plus en forme. Enfin, surtout les Montpelliérains, à la fois dans le jeu, parce que c'était pas fabuleux, Nice non plus, d'ailleurs. Il ne faut pas dire le contraire. Mais aussi plus en forme sur le match avec ce score final de 1 partout où, quand même, si on regarde de près, il y a 2 bourdes. Alors, volontaire, involontaire, enfin, je veux dire, évitable, inévitable, c'est toujours la même chose. Quand on frappe un penalty, oui, on peut le mettre à côté. Quand on est gardien de but et qu'on a un ballon qui arrive fort, oui, on peut le mettre dans le but. Enfin, ça fait beaucoup, quoi, sur le même match. Ok, on en parlera tout à l'heure, Dimitri. On va d'abord parler de plusieurs sports, notamment de football américain. Les Hurricanes de Montpellier recevaient les Canonniers de Toulon. Une belle victoire, 37-7, avec pas moins de 5 touchdowns. On va les voir. Là, c'est l'entraîneur-joueur américain avec Steve Smith, le quarterback, avec pas mal de ballons aériens. Alors, au total, 3 touchdowns, 3 surpasses aériennes avec le quarterback Steve Smith. Et à la réception, Brian Davila et 1 de Dario Vialé. Le running back Titen parachève le travail avec 2 touchdowns. Les Hurricanes sont premiers de la division 2. On écoute au micro d'Olivier Roiran les réactions du président-joueur Dario Vialé et des 2 Américains de Montpellier. Plutôt connu pour bien commencer et mal finir, ou mal commencer et bien finir. Et là, on a enfin fait un match complet où on a bien commencé, on a bien fini. Je suis très content que les attaquants aient pu jouer tout le match. On a réussi à tous se rassembler. C'est exactement ce qu'on voulait faire. On a fait le boulot, tout le monde a joué comme il devait jouer dans l'équipe. C'était super. Très bien. Alors, en volley aussi, s'il y avait du volley, c'était la dernière journée du championnat de Liga. Montpellier se déplaçait à Tourcoing. On voit les images de la rencontre grâce à nos confrères de WEO TV. Merci à eux. Victoire 3-7-2 des Montpelliérains. Le MUC menait 2 manches à 1, mais a craqué dans la 4e manche. Du coup, les hommes d'Arnaud Josserand ne marquent que 2 points au lieu de 3 et finissent dernier qualifié pour les playoffs. On voit Franck Lafitte à l'image. On ne voit pas le ballon par contre. Ce sera Tours en quart de finale, l'adversaire de Montpellier, le champion de France en titre. Mission presque impossible pour Montpellier. En tout cas, ça va être difficile. Mais bon, ils avaient bien éliminé Poitiers en quart de finale il y a 2 ans. Poitiers qui avait terminé premier de la saison régulière. On écoute la réaction de quelqu'un que je connais très bien, Grégory Brachard au micro de WEO TV. Saison plutôt correcte, sauf sur la fin quand même, on s'est un petit peu relâché. Et, on était 4e il y a 3 ou 4 journées, et là on finit 8e, on prend Tours en play-off apparemment, donc on gagne, mais on a quand même un petit peu de regret, quoi. Il faut aller faire un hold-up à Tours.
pourquoi pas. C'est possible. Après, on est encore en lice en Coupe de France, alors on va voir. Je me demande s'il ne faut pas faire un choix, à la limite. Bon, on va voir. On va voir. Tout tour, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment costaud. Et après, sur un match ou deux, pourquoi pas. On regarde tout de suite les résultats et les classements. 7 assurés de la 3e place et avec des remplaçants aux commandes, s'est incliné 3-0 au Barou face à Nantes. Du coup, les Nantais passent devant Montpellier et Rennes s'imposant à Paris 3-2. Les deux formations marquent des points. Le pire des scénarios, c'est donc le pire des scénarios pour le MUC qui joue par ailleurs son quart de finale de Coupe de France à Beauvais demain soir. En cas de victoire, ce sera le Final Four ce week-end. Et puis, on en parlait la semaine dernière dans cette émission. Il y avait le quart de finale aller des playoffs en hockey sur glace. Les Vipers se sont inclinés, hélas, 3-0 à domicile face à Bordeaux. On regarde le résumé du match préparé par Olivier Ouraran. Une patinoire qui fait le plein, un public chauffé à blanc, même les petits hockeyeurs étaient de la fête samedi soir à Vegapolis. Il faut dire qu'un premier quart de finale de D1 à domicile, ça motive. Et sur la glace, les Vipers vont tout de suite partir à l'assaut des boxers. Des Bordelais solides en défense qui ne vont rien lâcher. Ils vont même se montrer dangereux dans chacune de leurs attaques. À la fin du premier tiers-temps, le score est toujours vierge. Les gardiens des deux équipes et leur défense n'auront pas cédé. Mais en deuxième période, Bordeaux va commencer à mettre la pression tout en faisant quelques fautes un peu grossières. Une domination qui s'amplifie de minute en minute, mais Aniel, le gardien des Vipers, reste solide. Toujours pas de but à l'issue de la seconde période. Et c'est dans le dernier tiers-temps que tout va se jouer. Montpellier attaque fort avec deux assauts coup sur coup de Sbrigger et Straub sur Gasnier, le gardien bordelais. Mais à la 43e minute, l'ancien Montpelliérain Masson serre Lavrov qui marque. Les boxers ouvrent le score, leur public explose. Celui de Vegapolis est groggy, mais y croit encore. Un espoir de courte durée. 3 minutes plus tard, Lambert a pu s'avancer côté droit. Il tire et trompe Aniel pour la deuxième fois. Le match est plié. Et Masson, encore lui, va même alourdir la note avec un troisième but bordelais à la 55e minute. Les Vipers n'ont pas tenu physiquement et ils le savent. Pour les 2 prochains matchs de quart de finale le week-end prochain à Bordeaux, ils sont condamnés à l'exploit. On a déjoué sur les 10 dernières minutes par manque de fraîcheur et puis tout simplement on a baissé physiquement. Eux sont venus à 4 lignes, même s'ils ont joué un effectif restreint, ils ont quand même mis sur la fin du match, ils pouvaient mettre un peu plus de jus et ils ont été efficaces sur des, comme j'ai dit, des détails. Maintenant on va travailler un petit peu ça, ils vont le voir un peu sur la vidéo cette semaine pour essayer de corriger. Mais ça va être un long match pour Bordeaux samedi parce que nous, la prestation de ce soir, ils ont prouvé qu'on ne lâchera rien là-bas. Montpellier va essayer de se racheter à Bordeaux, à Mériadec, mais ça va pas être facile. On suivra ça, c'est samedi soir. Allez, on parle de foot maintenant. Alors, Dimitri. Pas de foot américain, parce que non, de soccer. On va parler de soccer, on va dire, pour les Américains. Alors, un partout, finalement. Ouais. Dommage, j'ai envie de dire. Bah oui, il y avait la. Alors. Il y avait la place pour Nice de gagner aussi, il faut être clair, sur la première période. Ouais. Avant le but de Der Nice, Mounier a été exceptionnel, comme il l'est souvent sur le couloir gauche, l'attaquant de cette formation de Nice. Bélion n'a pas été mal. Donc il y avait la possibilité pour Nice aussi de mener au score. Et là, on le sait, c'est pas la peine de refaire les scénarios à l'envers. On ne sait pas comment ça se termine à la fin. Mais c'était possible pour Nice. Après, c'est vrai que si on regarde le déroulé du match, pas forcément le nombre d'occasions Montpellier-Rennes, mais le déroulé, ils ouvrent le score là, 43e, 44e, juste avant la mi-temps. C'est l'ouverture rêvée. C'est parfait. Ils sont légèrement dominés, ils ouvrent le score, ils rentrent au vestiaire, impeccable. Ils reviennent, 67e minute, penalty pour une faute de Diakité sur Camara. J'ai pas revu les images. Sur le live, en direct à la radio, on se dit que quand même, c'est plutôt gentil le pénalty, on n'est pas convaincu qu'il y en ait un. Il y en a sans doute un, l'arbitre de toute façon a raison automatiquement. Donc bon, il siffle le pénalty, il y a pénalty, et puis tant mieux vu le nombre de fois où Montpellier s'est fait gruger des pénaltys cette saison ou la saison dernière. De toute façon, même s'il était que légèrement accroché, tant mieux.
Utaka prend le ballon. Il n'y a pas Giroud pour tirer le pénalty. Il n'y a pas vraiment de tireur non plus défini à Montpellier. C'est-à-dire que c'est celui qui a envie d'y aller et qui se le sent qui y va. C'est ce qu'expliquait René Girard après le match. Utaka a envie de prendre le ballon. Il y va, il le pose, il frappe. Et là, bah, voilà, ça arrive une fois sur 10 000. Pas de le rater, mais de faire ce qu'il a fait, ça arrive une fois sur 10 000. Poteau droit, quand on est dans le but de Letizy. Ça rebondit, ça passe derrière le gardien, ça va sur le poteau de l'autre côté, ça ressort. Bon, on peut leur reprocher quand même de ne pas avoir quelqu'un qui suit derrière l'action. Parce que là, sur un penalty, on sait qu'il peut être repoussé. Il n'y a pas grand monde qui suit du côté de Montpellier. Donc ça, c'est dommage. Donc voilà. Et puis après, effectivement, la deuxième malchance montpelliéraine, c'est le but, la frappe de Clerc. Ce gag un peu. Voilà, la frappe de Clerc. Il tire complètement excentré, angle fermé. Il tire pas cadré. Il fait quoi? Il fait un ballon très fort parce qu'il peut pas faire autre chose. Et là, Jourdain le met dans le but. Hop. Clac. Mais justement, Dimitri, on va regarder le résumé préparé par Roman Castillon et on en parle après. Le MHSC a eu chaud, très chaud hier au stade de la Mosson. Ça commence à la 18e minute sur une superbe diagonale de Sablé en direction de son ailier. Mais Jourdain, attentif, repousse ce ballon en corner. 25e minute, un corner frappé par Mounier au second poteau trouve la tête de Pecinovic. Mais Jourdain, une fois de plus, est sur la trajectoire. Mais Montpellier ouvre le score grâce à Dernis dans la surface, crochet intérieur-extérieur qui efface Sévilly et décoche une frappe puissante entre les jambes du gardien niçois. À la 57e minute, un coup franc lointain de Dernis trouve la tête de Camara, mais sans difficulté pour Letizy. Le tournant du match aurait pu être à la 67e minute, dos au but, Camara se fait tacler par Diakité dans la surface. Utaka à la transformation, mais le ballon heurte les deux poteaux avant d'être dégagé par Sévilly. S'ensuit une contre-attaque niçoise à la 72e minute sur le côté gauche, le défenseur centre au premier poteau. Jourdain surpris, laisse échapper le ballon dans son but. Nice égalise donc sur une faute de main de Jourdain. Dernière action du match à la 91e minute, long coup franc d'Estrada qui trouve la tête de Camara, mais Letizy capte ce ballon. Score final 1 partout, Montpellier 6e au classement ne peut quasiment plus accrocher une place européenne. Voilà, Jourdain, il me dit Dimitri. C'est vrai qu'on dit souvent Jourdain, mais c'est Jourdain. Ouais. J'étais en train de dire, Olivier, il y a un truc qui est quand même exceptionnel. Geoffrey Jourdain, à chaque fois qu'il parle dans la presse de son envie, son objectif, qui est l'équipe de France de foot, dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent derrière, il y a un bug, il y a un problème, il y a quelque chose. Comme s'il se mettait tout seul la pression de l'équipe de France. Il est excellent la plupart du temps. Et il fait une saison exemplaire. Mais il y a encore ces petits trucs qui font que, voilà, il ne peut pas être encore gardien de l'équipe de France. Il fait ça en finale de la Coupe du Monde. Il est jeune, Geoffrey. Il est jeune, Dimitri. Et il le sera. On regarde les résultats et les classements, Dimitri, s'il te plaît. Alors, Bordeaux, Arles-Avignon, 0-0. Monaco. Il faut quand même dire, Arles-Avignon qui va faire un nul à Bordeaux. C'est quand même un joli coup. Il faut leur tirer un coup de chapeau, c'est-à-dire qu'ils sont capables, ces joueurs d'Arles-Avignon, de ne pas truquer pour le moment la fin de championnat. Parce que vu où ils en sont avec leur nombre de points, on pourrait se dire ils vont lâcher et puis c'est fini. C'est vrai, tu as raison, c'est très important très pour cette fin de championnat encore indécise. Lyon qui marque des points en gagnant face à Lens, surtout parce que Marseille est tenu en échec au Vélodrome face à Toulouse. Et puis, bien sûr, le faux pas de Lille face à Monaco. Donc le PSG qui fait un bon match à Caen, qui gagne et l'emporte 2-1. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Montpellier. Voilà, on va le voir tout de suite au classement. Du coup, Montpellier est distancé de 6 points. Alors, Montpellier qui jouait, on se demandait s'ils n'avaient pas trop la tête à la Coupe de la Ligue, Dimitri. Là, pour le coup, avec 6 points de retard, ils vont avoir de c'est plus en plus que vrai. Parce que déjà, avant ce match, il manquait pas mal de monde. Oui, c'est-à-dire qu'avant ce match, ils avaient forcément la tête à la finale de la Coupe de la Ligue. Elle était dans 2 semaines, elle est dans moins de 2 semaines maintenant. Elle est le 23 avril, on le rappelle. C'est évident qu'ils y pensent. Ils pensaient aussi évidemment au match contre Marseille dimanche prochain, parce qu'il y a les 2 matchs à la suite contre l'OM. Et c'est vrai que s'ils s'en prennent 5 contre Marseille à la Mosson, il y aura quand même un avantage psychologique pour la finale de la Coupe de la Ligue derrière. Donc, il faut être concentré sur les 2 matchs. Ce sont ces 2 matchs-là qu'il faut préparer. Et on a un peu l'impression que le match de Nice, il y a eu une forme, pas d'impasse dans le jeu, mais dans le choix. Ce qui est le cas, par exemple, criant. Vous aviez fait dans le vestiaire avec Gary Boccali. Gary, ancien Marseillais. Il a 2 cartons jaunes à la suite. S'il en prenait un 3e contre Nice, il ne jouait pas contre Marseille, la finale de la Coupe de la Ligue.
Le choix a été simple, on l'a laissé sur le banc de touche. Donc rien que là, on voit qu'il y a un choix. Mais il n'y a pas que lui sur le banc de touche. Bah non, il y a Giroud, Estrada, Pito, Belanda. En même temps, ça correspond en tout cas à ce qu'a toujours dit René Girard. J'ai un groupe, je fais jouer tout le groupe. Il faut que chacun puisse être présent à n'importe quel moment. Mais quand même, il ne m'enlèvera pas de l'esprit, même s'il joue sur les mots de dire il n'y a pas d'équipe type, c'est l'équipe type du jour, c'est l'équipe type du match. Oui, c'est vrai. C'est pas des coiffeurs. Ce sont des vrais pros, ça on est d'accord. Mais il n'empêche, les joueurs habituellement titulaires étaient au repos en vue de préparer les 2 matchs contre Marseille, dont la finale. Parce que là, il y a un match super excitant, même avant la finale. Ah bah là, c'est à la Mosson, Marseille qui vient à la Mosson. Oui, Marseille à la Mosson, c'est quand même le match de l'année pour les Montpelliérains. C'est en tout cas comme ça qu'il est vécu par beaucoup de supporters qui sont à la fois supporters de Marseille et de Montpellier, ou de Montpellier de Marseille, on le prend dans le sens qu'on veut. C'est vrai que quand on n'est pas supporter de Montpellier à Montpellier, on est supporter de Marseille de toute façon. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Enfin, je le sais, quand je parle d'une autre équipe, c'est pas possible. Enfin, surtout quand ça dépend de l'équipe dont on parle. Mais pour moi, c'est pas possible. Je ne le dirai pas à la télé, sinon je vais me faire vanner en sortant du studio immédiatement. Mais donc c'est le match, bien sûr, important dans la saison pour les Montpelliérains. En plus, il y a l'autre derrière au Stade de France, la finale de la Coupe de la Ligue, la possibilité d'être européen. Donc évidemment, bien sûr, évidemment, c'est à ces 2 matchs-là qu'ils pensent les Montpelliérains. Les têtes étaient à Marseille. Ouais. Alors après, on verra, après ces 2 matchs-là, qu'ils la gagnent ou qu'ils la perdent, ils pourront jouer le championnat derrière. Juste rapidement, Spajic, alors, ils pourront jouer le championnat sauf Spajic. 14 matchs de suspension. De suspension depuis le début de la saison. Ouais, ça fait 14 matchs depuis le début de la saison de suspension. Spajic sur, on sera sur 34 journées, donc quasiment. C'est acté, il s'en va à la fin de l'année. Bon, c'est acté. Il n'y a rien d'acté parce qu'il n'y a pas le papier signé. C'est toujours la même chose. S'il n'y a personne qui en veut, il partira pas. Mais a priori, il y aura bien quelqu'un qui en veut, soit en Angleterre, soit en Espagne. Et il partira sans doute au plus tard à la fin de l'année. Ok, merci beaucoup Dimitri. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Peut-être après la finale de la Coupe de la Ligue. Rapidement. Avec tous les joueurs qui feront la fête dans le studio. Voilà. On croise les doigts, on touche du bois. On espère pour Montpellier en tout cas. Rapidement, d'autres résultats. Voilà, donc ça c'était en foot féminin. Montpellier qui fait un match nul à Yzeure, c'est pas facile. Du coup, le PSG remonte au classement et à égalité avec Montpellier. Ça va pas être facile pour les filles de Sarah Mbarek. D'autres résultats, il y avait aussi du handball. Enfin, d'abord en rugby à 13. Saint-Gaudens s'impose face à Montpellier 30-14. Et puis Montpellier qui l'emporte face à Dunkerque 28-18. C'est tout bon pour Montpellier. Après le faux pas de Chambéry, qui s'incline à Nantes. Par contre, mauvaise nouvelle pour le MHB, la grave blessure d'Issam Tej, le pivot de Montpellier. Peut-être absent jusqu'à la fin de la saison, en tout cas entre 3 et 6 semaines, mais peut-être pire. On attend de voir ça, on vous en dira plus la semaine prochaine. Merci, Sport Sud est fini, à bientôt. Merci beaucoup Dimitri. Ciao.